8h30 sur LCI. L'invité ce matin, c'est Amélie Oudéa-Castéra. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. J'aurais envie de rajouter aujourd'hui la Coupe du Monde de rugby, puisqu'elle commence ce soir au Stade de France. France-Nouvelle-Zélande. Ce sera à suivre, bien sûr, sur TF1 avec une soirée spéciale dès 19h10. Vous serez vous-même sur place. Absolument. Il y a tout de même dans les esprits encore un souvenir, un spectre. L'année dernière, la finale de la Ligue des Champions, les difficultés en termes d'organisation. Est-ce que ce soir, un nouveau fiasco est totalement impossible ? Écoutez, il faut en toute chose garder toujours les bonnes marges de prudence, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avons énormément travaillé pour être parfaitement au rendez-vous ce soir, sur le plan de la sécurité, sur le plan des transports, sur le plan de l'accueil. On a fait, je crois, des progrès vraiment très importants. On a mieux travaillé que l'année dernière. De coordination, d'anticipation, les opérations aussi de prévention de la délinquance. On a vraiment, je pense, un terrain qui est maintenant super propice pour que la fête, le sport puisse parler et donner de la joie aux Français. Le fait que ce soit du rugby et non pas du foot, est-ce que ça rend la compétition moins risquée ? Je connais les comparaisons qu'on fait entre eux. Non, mais écoutez, voilà, on a, je vous l'ai dit, effectué un travail considérable aux côtés de l'organisateur France 2023, aux côtés de World Rugby. On a travaillé sur toute une série de dimensions, je l'ai dit, de coordination, d'anticipation. On a adapté nos textes. On va avoir jusqu'à 7500 forces de police et de gendarmerie présentes sur le terrain. En complément, on aura un millier de stadiers qui ont été bien formés, complémentarité entre les forces de sécurité intérieure et ces agents de sécurité privée. Ce travail de fond mené sous l'égide de Gérald Darmanin sur ces opérations de prévention de la délinquance, et puis une attention bien entendu à tous les types de risques, de menaces pour être là aussi parfaitement au rendez-vous. Sur les transports, un travail qui a été mené aussi de grande envergure. On va en parler. On a des renforts d'offres, des renforts d'effectifs, on a très bien travaillé avec les opérateurs, RATP, SNCF, de manière à avoir aussi des volontaires. On est tous mobilisés aux côtés des collectivités locales qui ont elles-mêmes fait un travail très important pour que ce soit la fête ce soir. Vous avez préparé. D'ailleurs, le président soulignait cette semaine chez nos confrères de l'équipe 600 000 visiteurs étrangers. Il y a bien évidemment la volonté de montrer notre capacité à recevoir, notre organisation. Oui. Bon, la France, ce sont aussi parfois des grèves. Là, il y a des préavis de grève qui ont été déposés notamment à la RATP, par Force ouvrière, la CGT. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces préavis de grève qui viennent précisément au moment où une compétition internationale commence ? Écoutez, ce sera pas les premiers. On se souvient tous qu'il y en avait eu aussi avant la Coupe du Monde de 98, avant l'Euro 2016. Moi, j'ai vraiment envie d'appeler chacun à la responsabilité. On est très attentif au cœur du gouvernement à la qualité du dialogue social. C'est pour nous très important que ce soir, les choses se passent le mieux possible. Le ministre Clément Beaune regarde tout cela de très près, en liaison avec Jean Castex, bien sûr. Il est à la tâche et j'ai bon espoir que toutes les choses fonctionneront de manière très fluide. Aujourd'hui, les quelques grévistes qui sont concernés, ça n'est pas sur le cœur des métiers de conducteurs. Ce sont des agents de station, pas des conducteurs. Voilà, et on a prévu des renforts d'offres, des logiques de délestage, une information en temps réel vers les voyageurs pour les informer s'il y a des réallocations de flux qui doivent être faites. Et on a mobilisé beaucoup de volontaires pour qu'il puisse y avoir le bon niveau d'information, en même temps qu'on a fait un travail de fond sur la qualité des cheminements entre les gares et le stade avec une pour signalétique fluidifier particulière. l'ensemble. Je m'arrête juste un instant sur la question des transports parce que ça crée aussi des inquiétudes pour l'année prochaine, les JO. Il y a quelques temps, nos confrères des Échos se livraient à un réquisitoire piquant, on va dire ça comme ça, sur tout ce qui n'est pas prêt et qui était promis initialement dans le dossier de candidature. Alors, je fais une liste rapide, mais les lignes du Grand Paris Express, les nouvelles lignes de métro qui devaient être construites, 15-16, 17-18, le Charles de Gaulle Express, la rénovation du RER B en profondeur, la gratuité pour les spectateurs, etc. Qu'est-ce qui peut encore être amélioré ? Qu'est-ce qui peut encore être fait dans les quelques mois qui nous séparent des JO ? Oui, je pense qu'il faut se garder. C'est un tempérament un peu français de voir le verre à moitié vide. Je pense que il y a quand même des choses qui n'ont pas été faites, qui étaient prévues pour 2024. Oui, mais c'est le lot commun de toutes ces candidatures. On pousse le rêve, on défend un dossier, on ne le tient pas ensuite. Au maximum. Et après, il y a un principe de réalité qui prévaut. Il y a des arbitrages qui se refont. Les Français sont aussi attentifs à ce qu'il y ait une bonne maîtrise des coûts de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Il n'y ait pas d'impôt JO. On se tient le mieux possible à cet engagement-là. Donc, voilà, moi, je retiens que sur le plan de la sécurité,
on sera au rendez-vous. Sur le plan des transports, il y a quand même des investissements importants sur certaines infrastructures. Je pense à la ligne 14 qui va être totalement accessible en plus et est un grand axe de desserte. Je pense aussi à l'engagement que nous avons pris d'accessibilité aux personnes en situation de handicap, aux personnes à mobilité réduite, sur lesquelles il n'y aura pas le grand soir du métro parisien, certes, mais nous avons travaillé sur la mise en accessibilité des gares, sur la mise en accessibilité universelle, c'est-à-dire y compris pour les déficients visuels et sonores de nos différentes lignes. On a là aussi un travail sur les cheminements pour que les fauteuils puissent très bien passer. Il y a vraiment une volonté aussi de mobiliser les volontaires pour qu'on ait cet accompagnement humain et puis que sur tous les détails, sur toutes les finitions, y compris la bonne marche des ascenseurs, on soit nickel le jour J pour ça veut dire aussi que y ait cette inclusion pour les personnes en situation de handicap. La Coupe du Monde de rugby, elle sert d'une certaine manière de répétition grandeur nature pour ces JO ? Alors, j'aime pas dire ça parce que je trouve que ça la réduit un peu. Cette Coupe du Monde, elle s'annonce totalement exceptionnelle. C'est la première qu'on organise intégralement. Donc vous devez être aussi irréprochable que pour les JO dès ce soir. Sur notre sol en France. Donc c'est pas une répétition. On est prêt, on est totalement prêt ce soir pour que ce soit une grande fête pour les Français, pour le monde entier. Je rappelle que pendant toute cette compétition, on aura près d'1 milliard de téléspectateurs. C'est les 20 plus belles équipes au monde. Donc on a l'exigence d'être nickel pendant ces 51 jours de compétition. Et ensuite, bien entendu, on apprendra des choses, le travail continue. On a encore 11 mois d'ici aux Jeux Olympiques pour améliorer tout ce qui devra encore l'être et tirer des leçons si nécessaire. Cette qualité d'organisation, cette qualité de service sur l'ensemble des sites de compétition et au-delà avec les collectivités qui sont embarquées soit dans le relais de la flamme, dans l'Olympiade culturelle. C'est important, on l'entend dans vos propos, de saluer les collectivités, parce que vous n'êtes pas seul. Oui, parce que cette dimension d'engagement des territoires... Il y a un peu de politique aussi. Non, pas du tout. Dans le bon sens du terme, c'est bien aussi de saluer. C'est parfois compliqué le travail entre l'État et les collectivités. On a 10 villes hôtes. On a travaillé avec elles pour que les fan zones soient formidables, avec un soutien très important pour qu'il y ait une bonne mise en valeur de l'art de vivre à la française, de la gastronomie, des produits du terroir. Tout cet engagement-là, il est super important des territoires. Amélie Oudéa-Castéra, les stades, les fan zones dont vous venez de parler à l'instant, on repense à ce qu'on a connu ces dernières années, l'épidémie de Covid. Il y a un nouveau variant qui commence à circuler. Est-ce que ça crée des inquiétudes chez vous ? Est-ce qu'il y aura des mesures sanitaires spécifiques ou on reste dans un cadre où tout est libre, tout est autorisé, sans restriction ? Non, il n'y a pas de protocole spécifique. On est évidemment très attentif, très vigilant. On l'est d'ailleurs à la diversité des risques sanitaires, y compris dans un tout autre registre, celui des canicules. On fait très attention à tout ça en liaison avec l'organisateur et la fédération internationale qu'est World Rugby. Pas d'inquiétude sur ces sujets. Alors venons-en quand même aux joueurs, parce que c'est bien l'essentiel. Je faisais allusion au propos d'Emmanuel Macron dans l'équipe cette semaine. Il a eu ces mots, il disait « J'ai senti une équipe prête » en les rencontrant lundi. Vous étiez d'ailleurs avec lui à ce moment-là. Mais il dit sans exaltation... À Rueil avec l'équipe. Exactement. Il dit une équipe prête, mais sans exaltation, avec beaucoup de sérieux. Il n'y a pas d'exaltation quand on joue la Coupe du Monde de rugby. Il n'y a pas d'excitation des joueurs à se dire ce soir, on est en France, face à la Nouvelle-Zélande, au Stade de France. Je pense que c'est une régulation émotionnelle qui est très fine. Et on a un maître en la matière avec Fabien Galtier. Je pense qu'il a une finesse psychologique qui est assez exceptionnelle. Moi, je me régale toujours de lire ses déclarations et la manière dont il positionne les choses. Il le dit d'un côté, ce soir, on va jouer au fond l'équipe la plus mythique au monde, qui n'a jamais été battue dans aucun match de poule dans une Coupe du Monde de rugby. Donc c'est un monument. Et face à ça, il faut bien régler les émotions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de décharge d'adrénaline trop forte non plus. Pour pas perdre de l'influx, il faut être au bon réglage. Vous savez que ça, c'est une des spécificités des sportifs de haut niveau, savoir se mettre en tension, mais que la pression génère un bon stress, pas une anxiété qui coupe les pattes. Donc c'est tous ces réglages, et c'est la magie du sport aussi, cette bataille psychologique, cette préparation d'une grande finesse pour que chacun soit au top ce soir, 21h15. Les derniers jours ont quand même été marqués par les interrogations autour du cas de Bastien Chalureau. Il y a eu plusieurs expressions. Le chef de l'État lui-même disait d'ailleurs si sa condamnation, je rappelle une condamnation pour violence à caractère raciste en première instance en 2020, il disait si sa condamnation est confirmée en appel, il serait préférable, c'est le terme qu'a employé le chef de l'État, qu'il ne porte plus le maillot des Bleus. Qui décide de ce qui est préférable ou de ce qui se fera ? Seul le sélectionneur est habilité à dire si la condamnation est confirmée en appel. Oui, je le garde un jour en équipe de France ou non, je ne le garde plus. Oui, il y a un patron qui est le sélectionneur, mais évidemment, la parole et la vision du chef de l'État, elle est importante et
elle sera, le moment venu, prise en compte. Mais j'ai envie de dire, on n'est pour l'instant pas dans cette temporalité. Oui, mais ça compte parce que vous parlez souvent aussi de l'exemplarité, comme il y a d'ailleurs le droit de recours en face. Le joueur s'est exprimé, il a nié avoir tenu ses propos racistes. La justice maintenant doit faire sereinement son travail, dans le respect de la présomption d'innocence. Il faut que nous tous, on laisse le 15 de France se concentrer le mieux possible. La justice rendra son verdict et le président de la République l'a dit. Voilà, si à la fois pas de justice-fiction avant l'heure, ça n'a aucun intérêt, et de l'autre, voilà, si il devait y avoir des faits graves et établis, je reprends les mots du président de la République, oui, il serait préférable que, parce que nous sommes là à combattre toutes ces formes de discrimination, de racisme. Aussi, vous savez que je suis particulièrement engagée sur ces sujets-là. Au cœur du sport français, je porte cet engagement. On forme des éducateurs pour qu'on éloigne absolument tout ça. Et c'est des valeurs d'égalité, de fraternité qu'on veut loger au cœur de l'ADN de toutes nos équipes de France. Je précise juste un point, Amélie de Castéra. Vous avez raison, Bastien Chalureau nie avoir tenu des propos racistes. En revanche, il reconnaît les violences. On peut être l'auteur de violences et représenter la France, porter son maillot. Idéalement, on préférerait qu'il n'y ait pas ce type de comportement. Voilà, maintenant, l'erreur est humaine. On apprend de ses erreurs, de ses turpitudes. Je ne vais pas cautionner les violences. Je suis peut-être, voilà, je ne vais pas faire de comparaison, mais extraordinairement engagée sur ces sujets d'éradication de toutes les formes de violence. Donc, vous n'allez pas m'entendre cautionner ces violences-là. Maintenant, il y a un ordre de gravité, il y a des hiérarchies aussi qui peuvent être faites entre ces types de comportements, même si évidemment, mon message est que toute forme de violence doit être retirée, doit être extraite du monde du sport pour lui permettre d'être aussi inspirant qu'il peut l'être. Moi, je le dis toute la journée, le sport, c'est une valeur d'avenir, c'est quelque chose d'extraordinairement éclairant pour notre jeunesse. Il ne faut pas y injecter de la violence, sous quelque forme qu'elle soit. On a compris votre message. Si on parle des résultats sportifs, qu'est-ce que serait un bon résultat pour l'équipe de France dans cette Coupe du Monde ? Bon, on attaque cette Coupe du Monde en étant dans le tiercé, le quartier favori. Bon, je pense que cette équipe, depuis près de 4 ans, elle nous éblouit. On sait qu'elle est capable des plus grandes choses. Donc on a envie de dire une victoire. Maintenant, on sait que l'Irlande est très costaud, on sait que la Nouvelle-Zélande est très costaud, on sait que l'Afrique du Sud est dans une forme aussi très très bonne. Bon, voilà, tout peut se jouer. Ce qui est important, c'est de tout donner. Et d'arriver à manager cette pression pour qu'elle donne des ailes aux joueurs, qu'il y ait comme un 16e homme sur le terrain. Et en même temps, et là serait la place du public. De regarder étape par étape. Mais vous rappeliez, les Néo-Zélandais en poule, ils ne perdent pas. Pour le coup, c'est une règle qui ne souffre pas d'exception jusqu'ici. Vous avez quand même un pronostic pour ce soir ? Victoire du 15. On a démontré qu'on était capable de les battre en Coupe du Monde. On l'a déjà fait à 2 reprises. Voilà, c'est un adversaire incroyablement coriace. Il faudra tout gérer, de la pression de l'événement, en passant par la réaction au haka, par cette projection de toutes les énergies. À votre connaissance, il y aura une réaction des Bleus pendant le haka néo-zélandais ? Non, j'ai absolument pas de confidence à vous faire sur tous ces sujets, mais dans l'histoire récente, on a vu qu'il y avait on l'a vu à certaines reprises, de tension et de réaction, de beaucoup d'intensité, et je pense qu'on sera tous attentifs à regarder ça ce soir. Vous soulignez à l'instant l'importance du sport, la place dans la société, etc. Quelles répercussions vous attendez de ce moment, que ce soit en termes d'ambiance dans le pays, de morale des Français, de croissance économique même peut-être, on l'a vu sur le foot par le passé. Ce matin, c'est le dessinateur CAC dans l'opinion qui s'en amuse aussi sur la popularité du président de la République, en disant on pousse avec les rugbymen pour la popularité du chef de l'État. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme répercussion positive à l'issue de ces 2 mois de compétition ? Je pense que c'est des très beaux moments de cohésion. Je trouve que là, on sent depuis le début de la semaine une ferveur qui est incroyable, qui au fond prolonge un petit peu cette atmosphère de l'été. Le soleil est revenu et accompagne la fête. Je pense qu'on est tous derrière notre 15 de France, tous conscients que c'est une chance extraordinaire d'accueillir cette Coupe du Monde. Et avec l'envie, que ça nous soude et que ça nous permette d'avoir ces moments de passion, ces moments un peu différents et de tous se retrouver derrière le maillot de l'équipe de France. Au-delà de ça, vous l'avez dit, il y a des retombées économiques qui sont importantes et puis il y a un héritage qui doit profiter
à la famille du rugby, professionnel, mais surtout amateur. L'État accompagne ça beaucoup. On accompagne les actions de formation d'un certain nombre d'apprentis dans les clubs. On soutient aussi le développement des infrastructures en héritage de cette Coupe du Monde de rugby. Et des retombées politiques, des retombées de popularité. Et on fait en sorte d'être là. Il n'y a pas de calcul. Vous savez, il n'y a pas de calcul. On est là. C'est une année calendaire hallucinante qui s'ouvre pour le sport français. On est le 8 septembre 2023, le 8 septembre 2024, ce sera la clôture des Jeux paralympiques. On a un moment où c'est, au sport français de démontrer à l'échelle planétaire qui peut être cette source d'inspiration formidable pour les Français, pour la jeunesse, cette source de cohésion, nous fédérer et puis nous montrer, le goût du dépassement, le goût de l'effort, le fait que le travail paye. Donc il y aura quand même des leçons à en tirer. Formidable, je pense. Sur les Jeux Olympiques, il y a toujours la question de l'objectif. Emmanuel Macron dit cette semaine gagner le maximum de médailles au moment des JO. Il avait fixé l'objectif d'être dans le top 5 des médailles. L'une de vos prédécesseurs, Laura Flessel, avait évoqué les 80 médailles. Aujourd'hui, c'est quoi l'objectif de la France pour les JO ? Cet objectif reste d'être dans le top 5 des nations les plus médaillées, tant sur le volet olympique que sur le volet paralympique. Et on a des formidables réussites dans certaines disciplines. Il y a des difficultés par ailleurs qu'on ne nie pas, auxquelles on essaie d'apporter des solutions. On les a vues dans l'athlétisme. Et on a vu également les difficultés au moment une préparation avec les équipes de l'Agence nationale du sport. Moi, je suis très attentive à être vraiment aux côtés des équipes du sport français, leur témoigner ma confiance. Mais ça peut changer en un an, parce que vous rappeliez le calendrier, on arrive là sur les JO. C'est l'une des beautés du sport, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se jouent dans la tête, il y a des déclics qui peuvent arriver. Moi, j'ai vu dans une discipline que je connais bien, qui est le tennis, des retournements de situation avec la capacité en quelques mois de préparer un joueur. Mais vous vous souvenez, après Tokyo, Teddy Riner disait ça se prépare en 7 ans, ça se prépare en quelques mois. Oui, il y a un travail de fond, bien évidemment, mais qu'on mène avec beaucoup d'ardeur en ayant porté les moyens au service de nos athlètes, au service du sport français de manière massive. Il y a assez de moyens donnés par l'État aujourd'hui au sport français. Et aujourd'hui, quand on débriefe avec les athlètes, le sujet n'est pas un manque de moyens. Le sujet, c'est vraiment d'arriver à réunir toutes les conditions pour optimiser la performance de nos athlètes le jour J. Mais il y a aussi, dans des discussions, dans des éléments de partage, dans la manière de se préparer physiquement, psychologiquement, plein de choses qui peuvent être optimisées dans une dernière année de préparation, dans une dernière ligne droite. Alors, si on regarde sur plus loin les JO qui viendront dans les décennies à venir, on se dit aussi, vous y faisiez allusion, que la France, elle a encore de la marge sur l'organisation de la société, la place que le sport prend dans la société. Vous travaillez avec vos collègues du gouvernement aussi sur sa place à l'école, notamment. Je faisais allusion tout à l'heure au déplacement du président de la République. Ça a été l'occasion de remettre en lumière toute une série d'annonces, de décisions, la création et la rénovation de 5000 terrains de sport. Pas de remettre en lumière, de porter des annonces nouvelles. Selon celles que je vais citer, il y en a certaines qui étaient déjà évoquées, la généralisation des 2 heures de sport supplémentaires. Le nouveau train de 5000 équipements qui vont massivement bénéficier aux établissements scolaires, c'est une annonce du chef de l'État qui était totalement nouvelle. Et c'était quand même assez exceptionnel de le voir porter, comme il l'a fait, la place du sport à l'école. Mais après... Je ne sais pas si un chef d'État, d'ailleurs, d'aucune autre nation au monde, ne l'a porté avec autant de conviction que ce qu'il a fait à Orthez mardi. Il y a aussi la question, Miléo de Castera, de la faisabilité. Par exemple, les 30 minutes de sport à l'école que vous portez. Très concrètement, il y a des écoles, il n'y a pas de gymnase à côté, il n'y a pas forcément de cours qui permettent de réaliser cette activité, etc. L'objectif, je pense que tout le monde peut à peu près s'y retrouver. Et ensuite, il y a la faisabilité, il y a le calendrier, il y a les moyens, il y a la manière dont ça s'organise, tout ça. Oui, mais vous parliez des collectivités, il y a des collectivités qui disent c'est pas simple. Avec beaucoup de pragmatisme, il n'y a pas besoin de matériel lourd. On équipe aussi en kit avec des ballons, des cerceaux, les différentes écoles. Elles le seront intégralement d'ici la fin de l'année 2023. Et justement, on donne beaucoup de souplesse aux professeurs des écoles pour pouvoir organiser ces 30 minutes. Et je rappelle que justement, prendre le temps de faire avec les enfants ces 30 minutes, c'est aussi rendre la classe plus calme, améliorer la capacité de concentration des enfants et être moins du coup sur des moments un peu stériles de faire la police dans la classe, etc. Donc c'est vertueux, il y a de l'espace pour le faire, il y a le temps pour le faire et il faut qu'on arrive à monter en puissance pour avoir une généralisation parfaitement effective de tout ça. Et puis, le plan sur le bâti scolaire viendra en effet renforcer. Sur les 5000 équipements, il y aura un travail sur les 1500 cours d'école pour les rendre plus actives, améliorer le design, avoir une marelle, avoir des terrains de jeu, des terrains de jeu, y compris pour les petites filles qui sont souvent un peu oubliées. Alors justement, sur les petites filles, je voulais vous entendre sur un point qui préoccupe certains défenseurs de la laïcité. Sur la partie école, le ministre Gabriel Attal a annoncé sur TF1 l'interdiction de la baya, le Conseil d'État a confirmé cette décision. Ce dossier est clos. Il y a en revanche des interrogations sur la manière dont certaines jeunes filles évitent les cours de sport, refusent d'aller dans les vestiaires, parfois avec des certificats médicaux que l'on peut questionner, et probablement dans certains cas pour des raisons religieuses.
Est-ce que c'est un levier que vous pouvez activer? Est-ce qu'il y a une manière à envisager pour lutter contre ce phénomène? C'est absolument un point d'attention que je porte. Moi, j'ai toujours dit à quel point il était important de éliminer le plus possible des certificats médicaux qui n'ont pas de fondement avéré sur le plan de la santé. Il n'y a rien de meilleur pour sa santé que de faire du sport. Donc, c'est hyper important, y compris pour nos adolescents. Mais il y a un prosélytisme, y compris dans le sport aujourd'hui. Non, mais aujourd'hui, on a réglé un certain nombre de difficultés. Vous savez que ce qui a pu se passer récemment autour de terrains de foot, c'est plutôt au contraire hors des portes de l'école, dans les clubs, que le cœur du problème se situe. Donc vigilance, mais pas de nouvelles décisions pour le moment. Le problème là où il n'est pas. La vigilance du gouvernement, elle a été totale quand il s'est agi dans cette action, cette décision qui a été prise par le Conseil d'État d'interdire, de valider plus exactement l'interdiction du port de voile, le temps et l'espace des compétitions dans le foot amateur. C'est important de lutter contre tous les phénomènes de prosélytisme, tous les phénomènes de radicalisation, de séparatisme, et aussi, au cœur de nos équipes de France, de garder un principe de neutralité. C'est tout ça la laïcité dans le sport. Sans nouvelles décisions, je vous comprends bien. C'est vigilance, mais pas de nouvelles mesures. Oui, et les fédérations sportives aujourd'hui savent qu'à l'instar de ce qu'a fait la Fédération française de foot, elles peuvent limiter, interdire même le port du voile, le temps des compétitions. Elles peuvent se saisir, elles ont le pouvoir réglementaire en la matière, en l'adaptant aux circonstances, à la dynamique de leur discipline, pour trouver les bonnes solutions et mettre les curseurs là où ils avaient, tout en évidemment protégeant la liberté de conscience, qui est aussi un élément essentiel de notre pacte républicain. Merci beaucoup Amélie Oudéa-Castéra. Merci.